Donc cette année, avant la session traditionnellement consacrée à certains projets qui ont été soutenus dans le cadre du RIAM et de la CIT, on s'est calé ce petit point avec toi pour que tu nous parles donc de France 2030 un peu. Alors ça doit être un sujet dont vous avez un petit peu entendu parler. On s'est dit que bon voilà, ça valait le coup de revenir un tout petit peu dessus, mais sous un angle que tu vas nous indiquer. Peut-être même qu'on saura combien de dossiers ont été déposés, en fait. C'est la principale information que vous communiquez aujourd'hui, à vrai dire. Mais on va vous laisser attendre un peu. Et tu vas aussi nous parler de choses qui vont changer un peu à l'avenir dans certaines des aides, des perspectives. Voilà. C'est hors France 2030, ouais. Donc France 2030. Oui, commençons par France 2030 et donc plus précisément par l'appel à projet que je pense que vous connaissez effectivement assez bien et dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers mois, qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, qui est donc ce petit appel à projet doté de 350 millions d'euros, qui s'inscrit donc dans le cadre du grand plan d'investissement global France 2030. C'est vraiment évidemment un sujet d'une actualité brûlante puisque les dossiers ont été déposés tout récemment. C'était le 31 octobre. Le 31 octobre. La date limite de dépôt des dossiers. Ne pleurez pas dans la salle si vous n'avez pas eu le temps, c'est trop tard, mais c'est bien. Il y a d'autres perspectives très réjouissantes, c'est ce qu'on promettait au début de cet entretien. Pour rappel, pour vous dire les très grandes lignes de cet appel à projet, donc c'est vraiment pensé comme un plan d'industrialisation au service de la création, avec des objectifs chiffrés, finalement quantifiés, assez clairs, en réponse à une étude de besoin qui a été publiée en début d'année, là 2022, au moment de la publication d'ailleurs de l'appel à projet, qui est de finalement doubler la capacité de production, doubler aussi la capacité de formation, ce qui le est nombre de personnes formées, très impressionnant, étudiants et formation initiale et formation professionnelle, décarboner la filière aussi, c'est-à-dire profiter de ce grand plan d'investissement pour que ce soit aussi un plan de transformation quelque part de la filière, notamment sur ces enjeux de décarbonation, de réduction de l'empreinte carbone, d'éco-responsabilité. C'est vraiment au centre du plan France 2030 au global, mais on voit combien ça fait sens aussi dans nos secteurs. Donc c'est un plan d'industrialisation, je l'ai dit, c'est un plan qui au global doit pouvoir renforcer notre écosystème, l'attractivité de la France, nous permettre collectivement aussi de saisir toutes les opportunités qui se présentent en ce moment, parce que c'est une réalité qui, encore une fois, est parfaitement objectivée et objectivable et que l'on voit chaque année avec les chiffres assez impressionnants issus des crédits d'impôt qui permettent très concrètement de mesurer aussi le volume d'activité. Il y a effectivement une vitalité très impressionnante, en particulier dans le secteur de l'animation, à vrai dire. Donc l'objectif, c'est bien de se dire, là, il y a des opportunités qui sont quand même assez fantastiques, donc soyons collectivement en position de saisir toutes ces opportunités et d'occuper vraiment une place de leader, de conquérir plus de parts de marché. C'est vraiment l'objectif. C'est aussi un plan d'indépendance, en ce sens que l'objectif est aussi de renforcer l'indépendance des structures, en ce sens que le plan n'est ouvert qu'aux sociétés qui ne sont pas contrôlées par des capitaux extra-européens et qui d'ailleurs s'engagent à ne pas l'être sur une assez longue période dans le cas où elles seraient bénéficiaires de cette aide. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est au global un point d'attention vraiment important en ce moment, que d'être en capacité, compte tenu aussi de tous les capitaux qui circulent beaucoup, des gros mouvements de concentration aussi que l'on connaît, que de conserver un tissu très, très vivant et très dynamique de sociétés qui sont bien des sociétés européennes, en particulier dans nos secteurs où immédiatement derrière cette question de l'indépendance, il y a bien sûr la question de la liberté de création. Donc c'est vraiment tout à fait central. Et puis encore une fois, un plan de décarbonation, je l'ai dit. Donc, on est pratiquement un mois après la date limite de dépôt des dossiers, donc roulement de tambour. La grande information que je voulais vous communiquer, c'est le nombre de dossiers au global. On en a reçu un peu plus de 170, ce qui est un beau volume, puisque la Grande Fabrique de l'Image, comme vous le savez aussi certainement, c'est un appel à projet qui a la particularité donc, de traiter en même temps, d'un même élan, à la fois les enjeux de fabrication,
d'investissement dans les besoins de l'industrie et de fabrication et les questions de formation, ce qui permettait aussi aux organismes de formation de présenter des projets. C'est aussi donc un appel à projet qui met vraiment en avant les dynamiques territoriales. Au moment de sa publication, il y avait 3 territoires prioritaires qui étaient désignés, l'Île-de-France, le Nord et l'arc méditerranéen, qui n'étaient pas du tout exclusifs, qui ne sont pas exclusifs, mais on constate déjà qu'il y a ce que l'on souhaitait initialement finalement, c'est-à-dire cette logique de concentration de moyens, de dynamisation d'écosystèmes locaux, de nouveaux écosystèmes locaux qui souvent étaient déjà un peu là, mais qui là réellement prennent une autre dimension, un autre élan. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement positif. Et puis l'esprit, c'était non pas de forcer la constitution de consortiums ou de projets forcément collectifs, d'encourager une dimension partenariale, bien sûr, mais surtout de stimuler l'initiative privée, finalement, et d'accompagner avant tout des stratégies d'investissement d'entreprise, mais des stratégies d'investissement forcément très ambitieuses. Il y avait dans les critères d'éligibilité des niveaux minimums d'investissement qui étaient indiqués et qui effectivement signalent bien le fait qu'on est vraiment sur un niveau d'ambition important. Donc la question qu'on se posait, c'est le nombre de projets d'anime, parce que j'étais venue l'année dernière, j'étais venue il y a 2 ans aussi pour vous annoncer que l'animation était vraiment très très bien représentée à la fois dans le cadre des appels à projets en fait, qu'on avait lancés dans le cadre du plan de relance. Il y avait eu un premier appel à projets sur le travail à distance, notamment un tiers des projets étaient des projets d'anime. Choc de modernisation, pareil, sur 9 projets de production numérique qui incluaient aussi le jeu vidéo, les VFX, etc. 7 projets étaient des projets de studio d'animation. Et donc on dénombre, dans le cadre de la grande fabrique de l'image, au total 54 projets. 54 projets qui sont liés au secteur de l'animation. C'est-à-dire que dans ces 54 projets, donc en fait on retrouve un peu cette même proportion de 1/3 au global des projets qui sont des projets liés au secteur de l'anime. C'est intéressant. C'est la même proportion qu'on retrouve dans le crédit d'impôt international aussi, par exemple. Et donc on a à la fois des projets qui sont directement portés par des studios d'animation, des projets directement portés par des écoles sur des formations spécifiques anime. On a aussi quelques projets, pour le coup, qui joignent complètement les deux, fabrication, formation. Et puis on a aussi quelques projets qui vont être beaucoup plus multithématiques, mais dans lesquels on retrouve aussi de l'anime. Est-ce que l'idée aussi, c'était de mieux faire travailler les studios et les écoles ensemble ? C'est complètement l'idée, tu as très très bien compris. C'est effectivement. Alors, je dois dire que dans le secteur de l'animation, et évidemment cet événement le matérialise et le signale tout particulièrement, mais avec l'Eureka qui est très dynamique, avec ces rencontres professionnelles qui existent, c'est pas le cas dans tous les secteurs en fait. On a le sentiment que l'anime avait une vraie longueur d'avance dans cette capacité à joindre les besoins de l'industrie et les enjeux de formation. Mais c'est effectivement un des cœurs de cet appel à projet. Et on a l'impression, alors qu'on est en train de regarder tout ce qui nous a été présenté, mais que surtout depuis 8 mois, on a des échanges quasi quotidiens avec l'ensemble des acteurs du secteur, que effectivement ça fonctionne, que les gens se parlent et qu'il y a vraiment des dynamiques en cours et que finalement ça a créé aussi un peu une forme de catalyseur. Voilà. Donc de ce point de vue-là, pour nous, ce premier objectif est déjà atteint. Il y a une mobilisation forte, c'est vraiment ça se ressent. Donc voilà, c'est très positif. Et évidemment, alors je pense que je vous apprends rien, mais on regarde aussi l'ensemble des enjeux stratégiques qui sont peut-être un peu plus propres au secteur de l'animation que ce plan d'investissement permet d'adresser. Et on voit qu'il y a en premier lieu le fait de, pour les studios, savoir gérer la croissance. On est toujours assez stupéfait de voir à quel point la croissance de certains studios peut être là sur ces 2-3 dernières années très très spectaculaire. Donc ça pose évidemment quand même pas mal de questions et de comment est-ce que je peux du coup m'adapter à ce changement de dimension qui est parfois presque un peu subi, presque un peu inattendu, en tout cas très soudain, très rapide. Donc ça c'est un premier point.
Il y a la question de l'innovation, bien sûr, innover dans les outils, innover dans son pipe, rester au même niveau d'excellence, s'adapter aussi ça, évidemment, à la croissance de l'entreprise, essayer d'investir dans des solutions qui sont aussi en conformité avec l'identité propre du studio, les avantages concurrentiels qu'on a envie de développer, etc. Il y a le fait, ça c'est un peu plus nouveau, que beaucoup de studios s'interrogent sur la coexistence entre un modèle de production délégué et un modèle de production exécutive. On est assez frappé de voir que des studios qui pouvaient être principalement sur de la prod exé vont vers de la production déléguée et inversement, avec vraiment l'idée d'assumer pleinement le fait d'avoir ces deux activités parallèles. Il y a les problématiques de recrutement, évidemment, qui sont un des sujets ici, oui, bien sûr. Un sujet essentiel, et comment est-ce que ma marque employeur reste très attractive. Au niveau, encore une fois, local et territorial, il y a le fait de s'inscrire dans ces écosystèmes et qui, encore une fois, augure de choses qui sont très intéressantes, je pense, pour l'avenir. L'éco-responsabilité, on en a parlé aussi. Et enfin, pour à la fois les studios et aussi, bien sûr, les écoles, et peut-être en particulier pour les écoles, les enjeux d'inclusion et de comment est-ce que l'on peut diversifier les profils des étudiants et les profils ensuite des personnes que l'on recrute. Et on sait que, pour le coup, ce sont des éléments qui sont présentés dans l'étude de besoin qui est publiée, que le coût des écoles de formation au métier de la création numérique reste vraiment très élevé, en moyenne, je crois, de 8 000 € par an. Donc c'est un vrai enjeu, et pour le coup, s'agissant des projets vraiment orientés formation, c'est quelque chose qu'on regardera de très très près, ces enjeux d'inclusion-là. Tu nous rappelles le calendrier, là, la suite ? Oui, donc là, les dossiers sont en cours d'instruction et vont être présentés à un comité d'experts qui est en cours de nomination et qui devrait se réunir au mois de février pour une annonce des lauréats dans le mois qui suivra, avec, vous savez, cette particularité sur cet appel à projet de la Grande Fabrique de l'Image, qui était que les dossiers qu'on demandait dans un premier temps étaient des dossiers basés avant tout sur une présentation de la stratégie d'investissement de la structure, de l'entreprise, avec pas toujours tous les détails dont on a besoin pour décider d'un chiffrage fin de la subvention qui, in fine, est attribuée si le dossier est retenu. Donc en fait, il y a une première phase, celle attendue au mois de mars, de labellisation des projets, et donc d'annonce, de publication des projets qui sont lauréats, donc qui savent qu'ils vont être accompagnés financièrement, mais qui ne sauront pas forcément à ce stade le montant de la subvention qui leur sera allouée, puisque pour les projets qui seront labellisés, on demandera certainement des compléments financiers, techniques, enfin un certain nombre d'éléments complémentaires. Ça dépendra ensuite de chaque projet. D'accord. Et donc, ce montant-là, quand même, leur sera annoncé relativement rapidement après ou... Oui, en fait, il y a toute une phase d'approfondissement des dossiers, presque d'accompagnement un peu personnalisé, donc on verra ça avec chacun, pour qu'on puisse prendre la décision une fois qu'on a un peu tous les paramètres et que tout ça se fasse de manière assez concertée, en réalité. Mais avant l'été. Avant l'été, oui. Avant l'été. Très bien. Il me reste 3 petites minutes. Est-ce que tu... c'est très suffisant. Non, pour vous donner aussi une perspective, parce que tout ça est très lié aussi stratégiquement. On réfléchissait depuis un moment déjà à réformer nos aides aux projets techniques, à savoir le RIAM, d'un côté, qui est positionné assez strictement sur des projets de recherche et développement, et de l'autre, le soutien financier aux industries techniques, que vous connaissez bien aussi certainement. Donc là, l'idée, c'est en cohérence stratégique avec aussi ce qu'on met en place avec France 2030, c'est-à-dire finalement la volonté de connecter les enjeux d'innovation et d'industrialisation, de travailler sur un rapprochement de ces deux aides pour créer une seule aide unique aux projets techniques, qui est une aide qui sera vraisemblablement présentée à notre conseil d'administration au premier trimestre 2023, donc qui pourrait entrer en vigueur finalement assez rapidement dans la foulée. Et qui a la particularité par rapport à ce que vous connaissez déjà de proposer 3 entrées, 3 aides possibles finalement à l'intérieur de ce fonds d'aide. Une aide à la faisabilité pour vraiment bien accompagner la phase amont des projets, une aide à l'investissement, c'est-à-dire une aide au projet lui-même, et aussi une 3e aide qu'on devrait appeler aide aux opérations à caractère collectif, qui est une aide qui existe dans d'autres fonds au CNC, notamment au fonds d'aide aux jeux vidéo, qui fonctionne bien et qui est là pour accompagner des projets souvent
portés par des associations, des projets de rencontres professionnelles, d'études, de tout type d'opérations finalement qui sont d'intérêt général pour la filière et qui participent de l'animation de notre écosystème finalement. Ce que l'on souhaite faire aussi dans le cadre de cette réforme, c'est d'avoir une commission en fait composée de collèges spécialisés, c'est-à-dire qu'on veut plus fortement thématiser un peu les sujets pour avoir une expertise renforcée sur chacun de ces sujets, parce qu'évidemment ce qu'on voit passer au RIAM ou soutien financier aux industries techniques, comme vous pouvez l'imaginer, c'est vraiment très divers, très large. Donc on ressent ce besoin de spécialisation. Et donc l'idée est d'avoir un collège tournage, d'un côté, vraiment spécialisé dans les métiers du tournage, qui pourrait inclure jusqu'au VFX, c'est-à-dire tout ce qui relève du live action. Un collège diffusion de l'autre côté du spectre sur tous les enjeux de soutien des projets techniques au bénéfice de plateformes, des distributeurs, des exploitants, etc. Et enfin, un collège numérique, production numérique, spécialisé dans l'animation et également dans le jeu vidéo. Donc voilà en gros les grandes lignes de cette réforme qui s'annonce pour un budget annuel qui serait autour de 8 millions d'euros. Donc 8 millions d'euros et à donc entrée quelle en échéance vigueur, si tu veux, fin du premier trimestre, mars-avril 2023. 23, d'accord, très bien, bientôt finalement. Bah oui, c'est bientôt. Merci Pauline. Est-ce qu'il y aurait une question pour Pauline? Mais on va aller assez vite pour passer justement au projet. Oui, CIT RIAM. Juste une question là, au milieu, merci. Bonjour, Pauline. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des projets qui ont été élus par le CNC, sans donner les noms, etc., mais quel genre d'approche ils ont eu, quel genre de projet, mais pour le des moment, exemples. Personne n'est élu. Oui, c'est ça. Non, en fait, on voulait faire un petit point d'étape, parce qu'on s'était dit, sans faire d'annonce tonitruante, parce que encore une fois, on est en pleine instruction des dossiers, voire même vérification de l'éligibilité des dossiers, parce que tout ça est vraiment très très frais. Donc la seule information concernant spécifiquement la grande fabrique de l'image que je peux du coup vous communiquer aujourd'hui, parce que j'en ai juste pas d'autres en fait, c'est en gros la proportion de projets animes par rapport à l'ensemble des projets que l'on a reçus. Mais ces projets d'animation se répartissent donc entre principalement des projets, ça concerne une vingtaine de projets à peu près, portés par des studios d'animation, donc sur des enjeux de fabrication pure et finalement des enjeux aussi d'accompagnement de la croissance, stratégie de développement, et des projets de formation, donc principalement portés par des organismes de formation. Les projets communiquent entre eux, c'est-à-dire c'est vraiment le principe même de cet appel à projet, ce qui avait été souhaité et ce qui avait été d'ailleurs formulé dans le cadre des critères d'éligibilité ou de sélection, mais qu'il y ait des synergies fortes. Donc, quelque part, on va retrouver dans les projets présentés par les studios des écoles ou des partenaires formation avec lesquels ils travaillent, et inversement, dans les projets portés par des organismes de formation, l'idée d'avoir des partenariats renforcés avec des studios en particulier. Et on est en train de cartographier aussi l'ensemble de ces projets, puisque comme il y a vraiment cette idée de voir au niveau local quelle synergie aussi ça peut créer pour, encore une fois, renforcer des écosystèmes qui, dans le domaine de l'animation, existent déjà, mais continuent à se développer beaucoup, notamment pour ces sujets aussi de rester attractifs, réussir à recruter, à fidéliser, etc. Donc tout ça converge, fait sens, on a le sentiment qu'il y a une forme d'alignement un peu des planètes sur tous ces enjeux et qui permet à tout le monde de travailler dans le même sens, quoi, en fait. Mais écoute, on va souhaiter une bonne chance à l'équipe qui est en train d'instruire les dossiers. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis merci à vous tous. Mais tu as dit que les dossiers étaient super clairs et que c'était assez facile justement d'avoir une bonne idée rapidement. Parce que la base du dossier, ce qui avait été demandé, c'était exposer en une vingtaine de pages une stratégie d'investissement, finalement. Bon. En se disant que justement, pour rentrer plus dans le détail, ça se ferait dans un second temps, mais qu'à ce stade, on a de fait suffisamment d'éléments pour avoir une idée de la trajectoire que l'entreprise propose, donc de son potentiel et de à quel point est-ce que ça dialogue bien avec le reste de l'écosystème. Donc, non, c'est une chance d'avoir ce poste d'observation, je dois dire. Écoute, tu viendras nous en parler l'année prochaine. Tout à fait. Prochaine, super. J'aimerais bien chaque année. Merci Pauline. Merci à vous.